Bien, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, cher Régis Debray, cher Kamel Daoud, cher monsieur Rachid Mimouni, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir toutes et tous ce soir à l'Institut français d'Alger, à l'occasion du débat que nous allons avoir ce soir sur le thème religions et laïcité, dans le cadre aussi du Salon international du livre d'Alger. Si j'ai souhaité dire quelques mots en ouverture de ce débat, c'est simplement pour souligner combien la France est fière d'être cette année, pour la 20e édition, l'invité d'honneur du SILA. Je viens de raccompagner la ministre française de la Culture et de la Communication à l'aéroport au terme de 2 jours de présence pour un événement que je qualifierais d'historique. Oui, la France, ici, au SILA, à l'invitation de nos amis algériens. Alors ce soir, nous avons décidé avec l'équipe de l'ambassade, le conseil culturel, le directeur de l'Institut français, Alexis Andrès, avec Jean-Jacques Beuclair, de faire des événements off, d'une certaine manière, et de nous projeter en dehors de l'espace de la SAFEX pour faire en sorte que l'impact de la présence française au SILA soit encore plus important. Et c'est pour cela qu'à l'Institut français, c'est pour cela qu'au Centre des Glycines, dont je salue le directeur, c'est pour cela que dans d'autres endroits, nous organisons des débats, des événements pour effectivement être toujours davantage présents. Ce soir, nous avons la chance d'avoir 2 très grandes personnalités. Monsieur Régis Debray, grand intellectuel, grande personnalité française, grand auteur, grand conseiller de François Mitterrand, grand diplomate aussi, chers collègues, grande, je dirais, personnalité de notre pays, qui est aussi spécialiste des religions, dans la mesure où il a présidé le conseil scientifique, il a créé, l'Institut européen en sciences des religions, dont vous êtes le président, et puis vous êtes aussi membre de l'Académie Goncourt, et donc juge du meilleur que produit la littérature française. Kamel Daoud, vous êtes journaliste, écrivain, chroniqueur, grand auteur, personnalité aujourd'hui internationalement reconnue, sûrement l'une des personnalités, l'un des auteurs les plus populaires en France. Vous avez été prix Goncourt du premier roman en 2015 pour Meursault contre enquête. Je crois qu'on ne vous présente pas, en tout cas vous aussi, on vous lit très souvent, et je dirais presque quotidiennement, dans la presse algérienne. Merci à vous deux d'avoir accepté ce débat sur cette thématique tellement complexe, tellement importante, tellement moderne aussi, religion et laïcité. Et votre débat sera modéré par monsieur Rachid Mimouni, que je remercie d'avoir accepté cette proposition d'Institut français. Vous êtes sociologue des religions, vous êtes professeur d'université, vous êtes un spécialiste de ces questions, vous avez été producteur de radio. Vous êtes donc sûrement ce soir une personnalité bien choisie par nous pour organiser ce débat, et je dirais permettre aussi une discussion entre 2 personnalités qui sont, je crois pouvoir le dire aussi, 2 amis. Messieurs, merci de votre disponibilité, merci d'avoir réservé du temps pour l'Institut français. Place au débat. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, l'Institut français nous convie ce soir à un débat de choix entre 2 illustres invités auxquels nous souhaitons la bienvenue ce soir, Régis Debray et Kamel Daoud. Donc nous allons traiter d'un thème très important, c'est un thème qui est à la fois passionnant et passionné, un thème délicat, mais qui engage nos sociétés et notre civilisation. Donc nos sociétés qui sont de plus en plus multiculturelles, multiethniques, multireligieuses. Je vais essayer d'orienter le débat. Et la première des choses, peut-être, la série des thèmes que nous allons aborder avec nos invités. Comment conçoivent-ils le rapport entre les religions et la laïcité? Quels sont les avantages probables de la laïcité? Quelle est la place du champ religieux dans la société? Doit-il être confiné à la sphère privée? À quelles conditions peuvent-ils coexister dans la sphère publique? La laïcité est-elle applicable, est-elle neutre vis-à-vis du religieux et permet-elle de la pleine expression du sentiment et des pratiques religieuses? Donc moi, c'est quelques axes que nous allons aborder. Je remercie monsieur l'ambassadeur pour avoir présenté une brève présentation des auteurs parmi nous, mais je pense que leur parcours assez exceptionnel nécessite un petit approfondissement. Ça ne sera pas exhaustif, bien entendu. Pour Régis Debray, bon, tout d'abord,
dire qu'il a été à l'école, entré à l'école normale supérieure, agrégation de philosophie, puis il a eu plusieurs périodes dans sa vie, la période du romantisme révolutionnaire qu'on pourrait appeler en Amérique latine, à Cuba, en prison, puisqu'il a fait de la prison, et nous savons également qu'il fut un ami de Castro et du Che, et je me rappelle, quand on était jeune étudiant, nous lisions ses ouvrages dans les années 70. Ensuite, il s'est réinstallé en France. Il fut, comme a mentionné l'ambassadeur, conseiller ou chargé de mission auprès du président de la République, François Mitterrand. Il a occupé différentes fonctions officielles, secrétaire général du Conseil du Pacifique Sud, etc. Je mentionnerai une chose qui nous rapproche peut-être, c'est qu'il fut responsable à un certain moment, responsable culturel du pavillon français à l'exposition universelle de Séville. Est-ce que c'était un retour à l'Andalousie peut-être ? Ensuite, il ne fut pas qu'un révolutionnaire, puisqu'il a soutenu sa thèse de doctorat, Vie et mort de l'image, une histoire du regard de l'Occident. Il a ensuite fondé une spécialité, enfin un domaine de recherche qu'on appelle la médiologie, qu'il en a fondé le concept. Il a été professeur de philosophie, président de l'Institut européen des sciences des religions. Il a créé des revues. Alors, il est enfin il est membre de l'Académie de Goncourt. Alors, ses ouvrages sont impressionnants dans différents domaines. Il y a des dizaines d'ouvrages, articles et livres. Alors, la littérature, la philosophie, les œuvres médiologiques, l'art, les œuvres politiques, et même les films. Il a fait un film sur Salvatore Allende, et même une bande dessinée. Auteur très prolifique et au titre merveilleusement agencé. Alors, pour Kamel Daoud, alors c'est notre lauréat algérien du prix Goncourt. Il est journaliste, chroniqueur au quotidien d'Oran. Des chroniques croustillantes, c'est un brillant polémiste, j'oserais dire acerbe un peu. Vous avez publié 2 récits, un recueil de nouvelles. Il a obtenu plusieurs distinctions, mais celle pour laquelle il est plus connu mondialement, c'est son roman qui a été publié aux Actes Sud en France, Meursault contre enquête, et aux éditions Balzac en Algérie, un roman qui s'inspire de L'étranger d'Albert Camus, qui fut prix Nobel de littérature en 1957, qu'il revisite, qu'il réécrit selon ses propos, pour combler les vides, par un jeu de miroir. Son roman éclaire l'étranger et donne une identité à l'arabe qui n'est jamais nommée dans l'étranger. Alors, avant de passer la parole à nos invités, à nos illustres invités, je voudrais donner une petite définition de la laïcité. Il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup d'expériences historiques. Je la reprendrai d'un sociologue américain et je vous dirai pourquoi. Alors, sociologue américain qui s'appelle Casanova, qui a dit, il en retient 3 définitions, 3 significations majeures. Et il y a le déclin des pratiques religieuses dans les sociétés modernes. Ensuite, une tendance historique au confinement de la religion dans la sphère privée comme exigence éthique ou une politique démocratique libérale. Et ensuite, troisièmement, qui est plutôt le domaine, qui est plutôt la laïcité, parce qu'en fait, il y a une confusion entre la laïcisation ou sécularisation en anglais et la laïcité, c'est la séparation des espaces politiques, économiques et politiques et leur libération de l'emprise des institutions religieuses. Je ne mentionnerai pas la définition de Habermas. Alors, maintenant, je me dirigerai vers Régis Debray. Votre pays, alors, nous devons savoir que le rapport à la laïcité est historiquement fondé. Votre pays a subi une expérience historique douloureuse, qui est caractérisée, comme nous le savons, par des guerres de religion, et finalement a adopté la laïcité dans un processus qui a culminé politiquement par la loi de 1905, qui avait pour finalité de désamorcer toute confrontation à caractère religieux et assurer le vivre ensemble. C'est un mot, un concept qui est beaucoup utilisé. Alors, nous savons que c'est un fondement de la République française, c'est une valeur existante dans la société, c'est une composante essentielle de la vie politique et sociale. Alors, pouvez-vous nous en donner, selon votre avis, les grandes lignes? Comment vous concevez la laïcité, Régis Debray? Vous avez eu raison de mentionner les guerres de religion. La France a une histoire
Mais les guerres de religion du XVIe siècle ont produit un concept qui n'est pas la laïcité, qui est la tolérance. La tolérance, ce n'est pas la laïcité. La tolérance, c'est l'acte de bienveillance d'un supérieur vis-à-vis d'un inférieur. Ce n'est pas la reconnaissance d'un droit. On souffre que on concède un droit aux autres, en l'occurrence aux protestants ou aux autres. Donc la tolérance n'est pas une notion laïque, contrairement à ce qu'on pense. La tolérance est toujours une indulgence. La laïcité, c'est la reconnaissance d'un droit. Celui qui souffre peut souffrir que l'autre n'ait pas tel ou tel droit. La laïcité, au contraire, ça naît évidemment de la Révolution française, 1789, c'est-à-dire ça part d'un principe très simple, égalité en droit de tous les hommes, quel que soit leur sexe, leur origine et leur fortune. Alors bien sûr, c'est une égalité en droit, et Marx a montré que cette égalité pouvait être formelle, donc c'est une idée régulatrice, mais qui permet de critiquer, voire de modifier les inégalités pratiques au fur et à mesure. C'est ainsi que le vote des femmes a été acquis un certain temps après la Révolution française. Donc premier principe, égalité en droit. Deuxième principe, qui découle un peu du premier, la souveraineté du peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus des lois votées par les représentants du peuple. Le commandement divin n'a pas préséance sur la loi civique. Autrement dit, la cité d'un côté a ses lois, l'Église peut en avoir d'autres, d'où l'expression célèbre, l'Église libre chez elle, l'État libre chez lui. Donc, comme vous l'avez dit, un principe de séparation pour faire en sorte que les églises ne soient jamais une puissance publique. La puissance publique a son propre domaine et il y a, comme vous l'avez dit, séparation entre le public et le privé. Par exemple, entre l'école républicaine et la société, l'école républicaine doit être à l'abri des passions et des intérêts qui commandent à la société civile. Donc l'école républicaine, si vous voulez, est un sanctuaire où ne doit être enseigné que ce qui est vérifiable et ce qui est commun à tous. On laisse les particularités et on laisse les croyances en dehors du périmètre scolaire. Le commun doit l'emporter sur le particulier, n'est-ce pas ? Alors cela a amené l'école républicaine à un peu exclure l'étude du champ religieux, et c'est pourquoi j'ai proposé à un moment donné que l'école républicaine et laïque admettent l'histoire du fait religieux en tant que la religion est constituée par des faits d'histoire, faits d'architecture, faits juridiques. Il y a une peinture, il faut la comprendre. Il y a une architecture, il faut comprendre comment est bâtie une église. Ce n'est pas du tout un enseignement qui vise à inculquer une foi, ce n'est pas un enseignement religieux, c'est un enseignement sur le religieux, et ce n'est pas l'enseignement d'une religion, c'est l'enseignement de plusieurs religions, les unes à côté des autres. Maintenant, cette séparation, notons-le, n'est pas suppression. Et il faut d'abord dire ce point fondamental, sur lequel, dans le monde arabo-musulman, malheureusement, il y a un malentendu. Laïque n'est pas athée. Il n'y a rien à voir entre l'athéisme et la laïcité. Preuve en est, d'ailleurs, que les premières lois sur la laïcité vers 1880 ont été le fait de protestants. Ce sont des protestants, donc des chrétiens, qui ont instauré les lois dites de séparation, et notamment la fameuse loi de 1905. Autrement dit, la laïcité a pu être anticléricale dans la mesure où l'Église catholique était une puissance dominatrice et qu'il a fallu lutter contre cette puissance, mais la laïcité n'est pas anti-religieuse. C'est un outil de cohabitation civilisée entre les religions et non pas d'exclusion d'une religion par rapport à d'autres. Et donc, voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, en termes très simples. Après, vous avez raison, il y a beaucoup de définitions de la laïcité, il y a beaucoup de confusion, notamment entre la laïcité à la turque, si j'ose dire, à l'américaine, à la belge, etc. Mais je pense que l'idée française de laïcité est peut-être une singularité historique, mais je pense qu'elle répond à des problèmes contemporains
et qu'elle est de nature, je dirais, non pas à servir de modèle exclusif, mais à pouvoir inspirer, comme cela a été fait d'ailleurs en Amérique latine. Le Mexique est un pays qui a en quelque sorte qui a importé, ou en tout cas remodelé cette laïcité à la française. Donc évacuons bien les malentendus. Il ne s'agit pas d'une lutte contre la religion. Je suis un laïc et je suis pour l'enseignement du fait religieux, pour la connaissance de l'histoire des religions, car c'est tout simplement l'histoire des civilisations. Kamel Daoud. Alors, nous savons que vous... Kamel Daoud, vous dites que quand vous parlez de la France et de la laïcité en France, je vous cite, vous dites « En France, j'ai été frappé du fait que vous n'arrivez pas à redéfinir facilement les choses. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que dessiner? Qu'est-ce que la laïcité ?» etc., etc. Alors, avant de vous poser la question « Comment définissez-vous la laïcité ?» je préciserai qu'en Algérie, bien sûr, le modèle historique est tout à fait différent. Donc, ce qui rend la chose un peu plus délicate. Bon, nous savons que l'islam est une composante essentielle de la personnalité, de la part de l'histoire, de la culture, de la vie sociale, et que aussi, surtout qu'elle est inscrite dans la constitution algérienne, dans les textes juridiques, comme religion de l'État. Et pourtant, cette constitution elle-même reconnaît la liberté de conscience, reconnaît aussi le droit des pratiques religieuses, des libertés individuelles, libertés collectives, je pense peut-être formellement, pas forcément que ça soit appliqué ou ça peut être réduite, et stipule l'égalité de citoyens entre les sexes, entre les races, etc. Donc, par rapport à cette problématique, comment vous définissez la laïcité ? Bonsoir. Je pense que c'est la question, avec majuscule, qui se pose en Algérie depuis pratiquement 20 ans ou 30 ans. Cette question, elle est marquée par une histoire immédiate en Algérie. La montée d'un mouvement politique religieux, sa conquête des pouvoirs, et puis maintenant sa conquête des espaces publics. Là, on n'est plus dans une sorte de tentation de définition par un juridisme. Qu'est-ce que la laïcité, qu'est-ce que la religion? On est dans la confrontation de deux, je vais oser le mot, de deux cosmogonies, c'est-à-dire de deux visions du monde. Et on a chargé la laïcité avec deux malentendus. Le premier, c'est ce que disait M. Debré sur cette équation installée depuis les années 90, c'est-à-dire laïcité égale athéisme. Et donc ça fait redondance, ça fait recrutement, ça fait beaucoup de bruit dans une sphère où la concurrence politique a admis le religieux comme parti politique, comme courant de fond. Le deuxième malentendu est que le mot est défini à travers la France et à travers la vision qu'on a de la France. Déjà, le mot est piégé par deux malentendus à la racine. La laïcité veut dire France. Donc ça constelle tout ce qui est autour, histoire coloniale, rejet, acceptation, fascination, sentiment d'étouffement, sentiment de rejet, d'identité. Je suis ce qui n'est pas l'autre. Donc puisque la laïcité est celle de l'autre, elle n'est pas mienne, elle n'est pas à moi. Donc dès le début, on a deux malentendus. La laïcité d'abord, elle est vue à travers un malentendu de confession, c'est-à-dire athée ou pas, et elle est vue à travers une histoire immédiate, une histoire postcoloniale aussi. Et ça marque, même si on n'en a pas conscience. Donc c'était la grande question. Qu'est-ce que être laïque? Le malheur dans notre histoire immédiate, et c'est le journaliste qui répond, c'est que la définition fausse a été apportée par le religieux en politique, c'est-à-dire par les islamistes. C'est eux qui ont défini la laïcité pour obliger leurs adversaires à se justifier. Donc on était déjà dans un rapport faux. Vous vous souvenez, pour ceux-là qui se souviennent des débats des années 90, un homme politique comme Saïd Saadi face à Abbas Madani, où on était déjà dans un glissement tout à fait désastreux, c'est-à-dire l'autre était attiré dans le champ du religieux pour devoir se justifier et justifier ses propres définitions. On n'était plus dans la concurrence politique, on était de l'homme qui représente la vérité face à celui qui représente l'infraction, ou la désobéissance, ou la dissidence, ou l'impiété. Donc, déjà, dès le début. Donc, c'est la grande question. Qu'est-ce que être laïque? Ça, c'est le journaliste. Maintenant, je peux répondre autrement. Et là, c'est ce que
j'aime les formules, ce que je peux appeler la vision ou la position du militant individuel que je suis. Celui qui ne lutte pas pour des causes communes ou collectives, mais d'abord pour sa propre liberté. La religion, pour moi, est une métaphore étouffante, contraignante. Elle s'oppose à moi, elle s'oppose à ma vision du monde. Dans le roman, le personnage avait dit que la religion fausse le poids du monde. Je suis étouffé par cette vision parce que c'est une métaphore dévorante de mon corps. Elle dévore mes rapports aux autres. Elle pollue ma vision du monde et de la mort et de la liberté. Donc on est dans un rapport de rejet du religieux qui participe de ma lutte pour ma propre liberté. Je me définis dans un environnement collectiviste, dans un environnement où le religieux marque tout. Ma défense de la laïcité procède de mon souci absolu de liberté individuelle, d'abord, la mienne. Je ne peux pas accepter que l'on puisse penser et définir à ma place. La laïcité, pour moi, est une façon de vivre dans la cité, mais aussi d'espérer la cité et de la construire. Je ne conçois pas qu'on puisse vivre dans la cité avec l'idée du royaume des cieux, je veux dire. Je pense aussi qu'on ne peut pas construire la cité avec l'idée de la précarité de l'être et de l'œuvre. Si j'espère après la mort, pourquoi construire la cité maintenant? Pourquoi participer à la vie de la cité? Cette extension du domaine du religieux me dérange. Je la conçois comme une sorte d'atteinte à ma propre liberté. Et donc, si vous permettez, je voulais me poser une question, mais est-ce que vous sentez réduit dans votre expression libre, alors que vous dites vous-même, vous dites à un certain moment que ici vous pouvez vous exprimer en tant qu'intellectuel peut-être plus qu'en France, une fois vous avez déclaré ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais ça c'est un autre débat, c'était lors d'une émission radio, parce Oui. que ce que j'avais découvert en France, et là je marche sur des œufs, autant que les Français quand ils sont ici, c'est définir les choses. Alors ici, je connais mes adversaires. Ils sont identifiables, identifiés pour moi. Oui. En France, il existe ce que je ne trouve pas de mots, et je m'en excuse, c'est l'auto-tabou, c'est-à-dire le tabou construit par soi-même pour s'empêcher. C'est-à-dire il y a une sorte de construction qui procède par des interdits qui sont assumés et qui sont consensuels, malheureusement. C'est ce que je dis. Alors que ici, je sais, celui qui veut ma tête ou celui qui veut écouter ce qui se passe dans ma tête. Je veux dire, les choses sont claires. Donc, on n'est pas dans le même débat. Donc, pour revenir un petit peu et pour essayer de répondre à votre question, laïcité politique, laïcité à travers l'autre, laïcité pour pouvoir vivre ensemble, mais en même temps, laïcité comme entreprise individuelle de défense de ma propre liberté. Pour moi, je le répète toujours, quand j'écris, celui qui ne peut pas mourir à ma place, ne peut pas vivre à ma place. Et donc, mon concept de laïcité procède autant de la défense politique que d'une sorte de droit métaphysique à la liberté. Je ne peux pas concevoir la cité au nom du Dieu. D'accord. Alors, j'en profite pour inviter tout le monde à faire comme moi, c'est-à-dire éteindre leur portable ou le mettre sur mode silencieux, ce que je n'ai pas fait. Alors, voilà. Alors, d'accord. Je vais m'orienter vers Régis Debray en même temps. Voulez-vous répondre? Moi, j'ai l'impression. Non, mais attendez. Pour moi, être laïque, c'est une très bonne question. C'est d'abord être modeste. Être modeste, c'est-à-dire ne pas prétendre détenir la vérité, la clé de la vie, et c'est surtout être respectueux. C'est-à-dire laisser les questions essentielles aux consciences individuelles. Et quand je dis être respectueux, c'est le refus de la violence. Je m'explique. Vous savez, chez nous, nous avons des règles concernant la publicité, l'affichage, l'exposition, y compris d'ailleurs pour le blasphème. Il y a une différence essentielle entre ce qui est sur la voie publique, c'est-à-dire on ne peut pas afficher n'importe quoi sur la voie publique qui puisse blesser les croyances d'autrui. C'est-à-dire on ne peut ni l'imposer par la force, ni l'interdire. Mais si c'est dans l'ordre du privé, c'est-à-dire si c'est un livre dans une librairie, personne ne force à lire un livre dans une librairie. Personne ne force quelqu'un à rentrer dans un cinéma. Il peut voir le film qu'il veut, dès lors qu'il le veut. Mais il y a effectivement des choses qu'on ne projettera pas dans un espace public. La voie publique impose certaines normes de restriction, mais dès lors qu'il y a une volonté individuelle
de lire ou de voir ou d'entendre telle ou telle chose, liberté. Donc, voyez-vous, il y a la différence entre vraiment l'espace public, qui est soumis à certaines règles, et qui ne doit, et où n'importe qui doit pouvoir passer dans la rue en se sentant bien, sans se sentir agressé. Mais s'il veut rentrer dans une librairie pour lire Salman Rushdie, Kamel Daoud ou Régis Debray, c'est son droit. Et personne ne doit l'interdire. Cette distinction entre voie publique et lieu privé est très, très importante. Alors justement, je rebondirai sur une chose. C'est très intéressant ce que vous dites. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler la nécessité de faire de la connaissance du fait religieux dans sa multiplicité, dans sa diversité. C'est une chose que, comment on appelle ça, que le regretté Mohamed Harkoun avait proposé lui-même en tant que théologien d'une islamologie appliquée, et qui n'a, je pense, qui n'a pas été tenu. Alors, mais je voudrais vous demander une chose. Par rapport, vous prenez une laïcité, ce qu'on apprenait quand on était plus petit, le plus petit dénominateur commun pour éviter les frictions entre citoyens appartenant à des différentes religions. Et je vous cite, vous avancez le laïque, c'est du dur et du droit, cela ne donne pas une raison de vivre, ce n'est pas la religion des sans religions, mais ça permet, et c'est déjà beaucoup, de respirer côte à côte sans s'entretuer. La laïcité n'est pas une idéologie, la laïcité est un ordonnancement juridique. Ce n'est pas la proposition d'un sens de la vie, c'est simplement l'autorisation donnée à quiconque de décider du sens de sa vie. Et donc, effectivement, la laïcité ne prétend pas, comment dirais-je, remplacer le religieux, pas du tout. La laïcité, c'est ce qui permet à chacun d'être un croyant ou un non-croyant, et donc c'est la reconnaissance d'une égalité fondamentale. Il y a l'individu d'un côté, le citoyen de l'autre. C'est ça le clivage fondamental, si vous voulez. En tant qu'individu, vous pouvez croire ce que vous voulez en la résurrection des corps, dans le feu éternel de l'enfer, etc. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de faire de votre croyance une règle générale, devant s'appliquer à tous. Voilà. Donc cette différence entre, si vous voulez, l'intérieur et l'extérieur, l'individuel et le civique, entre l'intérieur et la conduite, c'est la clé, si vous voulez, de l'attitude de laïcité qui, encore une fois, ne postule aucun engagement métaphysique. Moi, j'ai beaucoup d'amis catholiques profondément croyants ou juifs, et même certains musulmans, qui sont en France laïcs résolument. Je dirais même d'ailleurs que le plus grand spécialiste de la laïcité en France en termes juridiques, c'est Émile Poulain, qui était prêtre dans sa jeunesse, et qui est devenu celui il est décédé aujourd'hui, que les gouvernements consultaient, n'est-ce pas, parce qu'il avait une connaissance de la jurisprudence, de l'histoire extrêmement fine. Donc vraiment, je tiens bien à distinguer entre un régime de laïcité qui n'est qu'un cadre de vie et une imposition de laïcité qui n'est pas du tout dans le credo français. Voilà. Je reviendrai, Monsieur Kamel Daoud. Alors donc, selon vos propos, ce que vous disiez, c'est que vous avez dit une fois que la laïcité sauvera l'islam. Alors donc, j'essaye de demander ce que vous pensez par là. Et le deuxième élément, vous parlez, si on laïcise le champ social, la culture, ceux qui viendront à la religion le feront de bonne foi, sincérité, car ils seront convaincus. Et vous dites que ce n'est pas la religion qui pose problème, c'est les gens qui s'en réclament. Alors, je vous poserai une double question. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par la laïcité qui sauvera l'islam ? Je pourrais dire qu'il y a eu des exemples historiques, peut-être où on a, par exemple, Ibn Badis, qui avait demandé une laïcisation pour mieux assumer son culte. C'était durant la domination française. Et surtout, sur le plan social, et en tant que sociologue, et en tant que citoyen, et vous-même, vous êtes journaliste, vous êtes proche du public. Alors, quand vous dites laïciser le champ social, le champ culturel,
par quel procédé peut-on laïciser la culture? Parce que la culture, c'est les individus, c'est les pratiques, c'est les institutions, ce sont des actions individuelles et collectives. Donc, est-ce que vous avez un procédé pour aboutir à concrétiser votre conception dans une société algérienne où on peut dire qu'il y a un retour du religieux, comme un peu partout, mais nous qui est souvent effervescent, il n'y a pas que des formes violentes en Algérie, il y a des formes assez passives, il y a les zaouïas, il y a des gens de culture, il y a des humanistes musulmans. Donc, alors, c'est ça, je voudrais savoir si vous avez un procédé particulier, ou des indications, une formule, voilà. Je n'ai pas de parti politique. Donc, alors, j'en ai pas parlé. D'accord. Procédé, non. Un programme, non. J'essaie de défendre ce qui me paraît tomber sous le sens. Rebondir sur ce que disait Régis Debray, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre défendre une laïcité en France et en Algérie. J'avais parlé de définition, mais il y a quelque chose, au fur et à mesure de la discussion, je me suis souvenu, enfin vous avez évoqué quelque chose qui est essentiel. Le peut-on dans une société où l'individu n'est pas encore né? C'est la question fondamentale. Tout le monde se rappelle en Algérie, juste après les attentats contre Charlie, le journal en France, il y a eu une très belle caricature du hic qui était splendide. D'un côté, on avait « Je suis Charlie », de l'autre, des islamistes qui proclamaient « Nous sommes Mohamed ». Et au milieu, il y avait l'Algérien qui disait « Je suis fatigué ». Et c'est exactement ça, parce qu'il s'agit d'une équation fondamentale, la naissance du jeu. C'est à partir de l'individu aussi qu'on peut construire un contrat sur l'espace public, sur les croyances, sur une laïcité. Mais si moi, je suis dans cette équation où la laïcité signifie un bras de fer permanent entre un jeu qu'on n'admet pas et un nous qui domine tout, qui domine l'espace public et qui représente cette majorité qui me piège. Donc, au-delà du juridisme, il y a aussi la notion d'individu qui n'est pas encore né, qui n'est pas encore accepté, qui est perçu comme une singularité, sinon comme une dissidence. Donc, l'individu est important. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez à propos de religion et de ma vision sur une laïcité qui serait une issue de secours et un moyen de sauver les religieux, je le crois profondément. Pour moi, les religieux est une vocation. Chercher Dieu, chercher une explication, chercher du sens, construire, offrir, être dans la bienveillance ou pas. La laïcité, c'est une gestion de la cité. Si je veux gérer la cité au nom d'une religion, je ne suis pas en train d'enrichir ou d'approfondir le fait religieux, je suis en train de construire une carrière politique dans la cité. Mon but n'est pas le royaume de Dieu, n'est pas l'au-delà, c'est la gouvernance d'une cité. Pour moi, quand il y a un butin de pouvoir dans une religion ou à travers une religion, elle ne peut attirer que des carriéristes. Elle ne peut attirer que des hommes qui ont une ambition politique. D'accord ? Donc, le meilleur moyen de sauver cette religion, d'en faire la vocation intime de gens capables de construire une vision du monde ou une vision de la bienveillance et de l'autre, c'est justement de l'exclure du champ de la concurrence politique pour en faire un champ de la construction de la vision du monde. C'est essentiel pour moi. Ce qui peut sauver la religion, c'est justement la laïcité. C'est ce contrat au niveau de l'intime. Donc, maintenant, pour la troisième question, quels sont les moyens ? Je n'ai pas de parti politique. J'ai quelque chose qui, à mon sens, est irréductible. C'est ma propre liberté. À partir de cette liberté que j'estime être juste, irréductible, non négociable, et qu'on ne peut pas m'enlever, sans m'enlever la vie, en même temps, je construis et j'essaie de construire un espace qui puisse permettre à des gens comme moi d'y vivre. Donc, on est dans une équation qui n'engage pas uniquement la cité, mais l'individu face au groupe. Comment puis-je le faire ? Je disais tout à l'heure, lors de la discussion, que je suis convaincu que la bonne foi est meilleure que la foi. Ce qui fait que si j'arrive à convaincre ou à illustrer une façon de voir et de vivre et de défendre des convictions, peut-être cela aura de l'incidence, enfin une conséquence sur autrui. J'essaie de défendre ce que j'estime être pas la vérité, mais de l'ordre de l'évidence. C'est tout ce que j'ai à offrir, c'est-à-dire l'expérience de ma propre vie. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens ni les convictions nécessaires pour passer de cette défense de l'individu à la défense de la cité, c'est-à-dire fonder une carrière politique. Je ne vois pas pourquoi je dois encaisser la douleur
à la place des autres. Pour le moment, je ne le vois pas. Quels sont les moyens? C'est tout ce que je possède, moi, à mon niveau, c'est-à-dire des mots, des idées, une attitude et une façon de voir le monde et d'essayer d'expliquer et de rendre légitime ma propre existence. Je ne vois pas d'autre. Je ne peux pas recourir ni à la politique ni à la violence, parce que cela suppose que j'ai la vérité. La vérité, Yourcenar disait une très belle phrase à propos de la vérité. Elle a écrit dans Mémoire d'Adrien, je crois, qu'elle lui préfère quelque chose de plus humain qui s'appelle l'exactitude. Et je trouve cette formule, elle m'avait frappé à l'époque et je la trouve admirable. Très bien, je vous remercie. Alors, Régis Debray, maintenant, on a dit que sur le plan sémantique, le mot laïcité est polysémique, qu'il y a eu plusieurs expériences historiques. Mais d'un autre côté, la laïcité avait pour but essentiellement non seulement la coexistence pacifique en France, mais elle avait maintenant, avec la communauté immigrée qui est quand même assez importante, elle avait pour but de faciliter l'intégration. Et on voit que dans les débats politiques, et puis il y a des débats politiques entre les philosophes, les hommes politiques, etc., que cette notion de laïcité, on lui demande actuellement de la faire évoluer, peut-être pas dans la loi, mais peut-être dans sa conception. Je citerai un sociologue, je m'appuie sur un sociologue de la laïcité que vous connaissez bien, c'est Bobero, qui dit: alors, la loi de 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, ainsi que la non-discrimination et l'égalité des citoyens devant la loi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Deuxièmement, c'est la finalité majeure de la laïcité qui a pour moyen la séparation des églises de l'État comme un arbitre neutre. La loi énonce que la religion n'est pas l'affaire de l'État, ça ne veut pas dire qu'elle est reléguée à la sphère privée. C'est ce que dit Bobo. Vous pouvez ne pas accéder. Ensuite, il dit une chose par rapport au débat actuel en France sur le voile, sur les signes ostentatoires, sur beaucoup de phénomènes qui ont crispé la vie politique et sociale en France. Il parle d'une chose et il dit on veut étendre l'obligation de neutralité de l'État vers la société elle-même. Alors pour lui, en fait, c'est pas la laïcité ne propose pas cela. Et ils disent qu'on est en train de verser vers ce qu'il a appelé un laïcisme autoritaire. Qu'en pensez-vous? Le laïcisme autoritaire, ça consisterait par exemple dans une cantine scolaire à n'admettre qu'un seul repas pour les enfants. La laïcité républicaine, c'est admettre qu'il n'y ait pas que du porc un certain jour, mais qu'il y ait une alternative au porc. Et cela dit, la laïcité stipule que ça ne se fera pas au nom d'une prescription religieuse, mais simplement diététique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, on ne peut pas obéir à un commandement religieux, mais on respecte, on ne voudrait pas que les enfants aient à violer les lois de leur famille, les lois qu'ils suivent chez eux, avec l'imposition d'un menu unique. Voilà, pour donner un exemple concret. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Kamel, oui, c'est vrai. Il citait Yourcenar, moi je citerai Valéry. Deux choses menacent le monde, disait Valéry, l'ordre et le désordre. Deux choses menacent le monde, le je et le nous, c'est-à-dire trop d'individualisme ou trop de holisme ou trop de communautarisme. Et là, nous avons deux différences entre nous, qui ne sont pas des différences personnelles, mais des différences historiques. On peut dire que l'Occident, c'est l'individu d'abord, le groupe ensuite, pour aller vite, et l'Orient, ce serait le groupe d'abord et l'individu ensuite. Donc il est vrai que ça crée deux postures, si vous voulez. Et moi, me trouvant dans une situation inverse de la vôtre, c'est-à-dire dans un hyper-individualisme, je suis de ceux qui disent non, il faut du nous, il faut du collectif. Et donc on ne peut pas éluder le fait religieux, car le religieux, c'est d'abord l'organisation d'un collectif. Pour aller vite, je dirais que le spirituel est celui qui se prépare à la mort, le religieux est celui qui prépare les obsèques. Il y a une fonction sociale, du religieux qui est précisément le rituel, l'ordonnancement de la vie collective d'après certaines règles. Et ça, je crois que c'est indispensable. Mais je précise tout de suite, il n'y a pas que les religions révélées qui s'occupent de cela. Il y a des religions civiles. Vous avez cité l'exemple américain où il y a une religion civile, en l'occurrence une religion biblico-patriotique, qui assure la cohésion des États-Unis avec tous les rituels qui vont avec, notamment
le salut matinal au drapeau dans les écoles. Bon. Donc, vous insistez sur les droits de l'individu. Moi, je trouve qu'il y a presque trop de droits de l'individu chez moi et je voudrais qu'on rétablisse, disons, un cadre collectif, d'autant que tout ce qui était structurant chez nous, d'abord le Parti communiste et l'Église catholique ensuite, sont en voie de disparition. Et ça donnait tout de même des cadres extraordinaires d'organisation, notamment dans ce qu'on appelle les quartiers. Donc moi je dis, pour revenir à votre question, il ne s'agit pas de laïciser la société, parce que la société, elle est spontanément religieuse, si vous voulez. Elle a besoin de croyances, elle a besoin de traditions. Il faut un État qui ne soit pas mangé par la société. Et là où il y a plus d'État, il y aura plus de fanatisme. Si vous voulez, là où il n'y a pas d'État, là où l'État est en baisse, les clergés et les mafias sont en hausse. Et les groupes ethniques aussi. Et les groupes ethniques. Donc, retour, si vous voulez, de tous les particularismes, séparatismes religieux, sexuels, ethniques, régionaux, etc. Donc, la question de l'État est importante. Il n'y a pas de laïcité là où il n'y a pas une dignité du politique, si vous voulez, et surtout la supériorité du politique, c'est-à-dire de la loi votée en commun sur les coutumes et sur les traditions, quelles qu'elles soient. Je précise tout de suite, parce qu'il faut tout de même définir un peu les choses, ou plutôt, pour mieux définir, si vous voulez, la laïcité à la française, elle ne s'occupe pas de religion, la laïcité à la française, elle s'occupe des cultes. À l'intérieur, au ministère de l'Intérieur, monsieur l'ambassadeur le sait fort bien, il y a un bureau central des cultes. Qu'est-ce que c'est qu'un culte? C'est une notion purement descriptive, elle n'est pas prescriptive. Nous nommons culte la réunion de deux choses. D'abord, l'existence d'un groupe, d'une communauté, avec des réunions ritualisées, périodiques, et la réunion d'une communauté se dirigeant ou s'ordonnant d'après un élément de transcendance. Ça peut être aussi bien Gaïa, la nature, ça peut être des druides qui font un culte autour des chênes bretons, enfin voilà. Mais nous, on ne se prononce pas sur ce que c'est qu'une religion, donc on ne se prononce pas non plus sur ce que c'est qu'une secte. La définition des sectes, c'est aux religions instituées de la donner. Nous, on a un œil sur les sectes dans la mesure où ce sont des organisations qui violent un certain nombre de règles de coexistence pacifique, qui mettent en danger l'ordre public, qui mettent en danger la santé des uns et des autres, mais on ne juge pas les gens sur ce qu'ils pensent, seulement sur ce qu'ils font. Donc, si ce qu'on appelle une secte, c'est-à-dire une dissidence ou une hérésie, ne viole pas le code civil, disons, elle peut penser ce qu'elle veut. Je vous dis ça pour vous dire l'abstention délibérée que représente la laïcité à la française sur l'essence des choses. Sur l'essence des choses, nous sommes muets. On peut en penser, nous, en tant qu'individus, ce qu'on veut. Mais l'État n'a pas à dire ce qui est religieux ou ce qui ne l'est pas. L'État n'a pas à définir ce qu'est une bonne religion, une vraie religion ou une fausse. Ça ne concerne pas le droit public. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est une attitude, au fond, encore une fois, de modestie, si vous voulez. L'État n'a pas de métaphysique. Il est là simplement pour faire coexister en paix les métaphysiques. Voilà. Encore une fois, c'est une version qui ne veut pas donner un sens à la vie, une raison de vivre ou une raison de mourir. C'est simplement une précaution prise pour que les gens ne s'entretuent pas. C'est tout. Voilà. C'est un outil de paix. C'est un outil de paix civile. Voilà. Maintenant que les gens pensent et fassent ce qu'ils veulent, tant que c'est dans le respect de la loi, on n'a rien à dire. Voilà. Voilà, merci. Alors, je me dirigerai vers Kamel Daoud. Bon, c'est un cri du cœur, c'est un engagement.
et que partagent beaucoup de personnes et de tendances et d'intellectuels, certainement. Mais puisqu'il n'y a peut-être pas de formule, y aurait-il peut-être des expériences sur lesquelles vous vous appuyez, vous inspirez, on pourrait prendre comme modèle de la laïcité, ou alors d'une mise sous contrôle du domaine religieux, éventuellement sur lequel vous pourrez éventuellement mentionner. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a, à mon sens, confusion. On a une république face à une gestion de culte. On a ici une cité face à une religion. Les débats sur la laïcité glissent généralement ils ont cette tendance à vouloir multiplier les définitions de la laïcité en admettant qu'il y a donc une définition admise de la religion. Donc dès qu'on débat de laïcité et de religion, on débat de laïcité. La religion, elle est supposée être définie, être là et être admise comme un socle, comme quelque chose qui est totalement défini. C'est ce que je refuse. Si on est dans le débat entre laïcité et religieux, je me donne le droit tout à la fois de définir ou d'essayer de me définir la laïcité, mais aussi de penser le religieux. Pourquoi faut-il que je laisse le religieux à l'autre ? Je peux parler d'expérience personnelle. Au journal, par exemple, où je travaille, il y a eu un moment, une petite tendance en me disant « Kamal, ne traite pas du sujet des islamistes ou du religieux, laisse-les dans leur cuisine ». Et j'ai trouvé le conseil scandaleux, parce qu'il est supposé qu'il garde le monopole de la réflexion sur le religieux, et que moi, je sois en dehors, et c'est à moi de me justifier. Pourquoi faut-il que l'autre ait le monopole du religieux ? C'est d'autant plus frappant que lorsqu'on veut, par exemple, je peux illustrer ça par des anecdotes très, très immédiates. Le ministre actuel des Affaires religieuses, qui a fait une déclaration que j'ai trouvée admirable. Elle est d'une évidence tellement criante qu'elle en devient admirable. Le jour de sa nomination, il avait dit « Je suis le ministre des Affaires religieuses », au pluriel de toutes les religions. Et ça avait frappé. Parce que pour nous, dans cette matrice où nous vivons, il est admis que, puisqu'il n'y a qu'une seule religion, donc le ministre des Affaires religieuses, c'est le ministre d'une affaire religieuse, c'est-à-dire l'islam. Et cette petite nuance qu'avait apportée Mohamed Issa à l'époque, je la trouve admirable. Et elle a frappé beaucoup d'Algériens. Comment se fait-il ? Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de monolithisme religieux admis donc on n'est pas dans le même. Quand vous avez une république qui a pour mission de gérer l'espace public et de gérer le culte, nous avons une équation autre, celle où la république n'est pas née, n'est pas encore née, où elle se définit par rapport à une théocosmogonie qui veut gérer tout à la fois ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous croyez, ce que vous avez à croire, ce que vous vivez, votre corps, votre habit, votre vêtement. On n'est plus dans la simple gestion du culte, mais dans autre chose. Et là, c'est moi qui repose la question. Pourquoi devons-nous débattre de la laïcité pour essayer de la définir et pas du religieux ? Pourquoi le religieux, il est admis qu'il soit incarné par l'homme du culte, le clergé, l'islamiste ou le catholique ? Pourquoi ? Pourquoi dois-je confondre, donner autorité à l'autre au nom du rite et du dogme, le droit de penser la foi et le religieux ? Non. Puisque moi, je vais mourir, j'ai cet immense droit de poser la question à ce Dieu, d'y croire ou pas. Mais cela me donne un droit absolu. Le religieux est piégé par le fait que nous, de l'autre côté, on a admis qu'il tombe sous monopole, d'évidence du dogme et du rite. Non, je le refuse. C'est pour ça que je voudrais aussi que les débats de la sorte soient enrichis tout à la fois par un débat sur la laïcité qui s'impose, mais aussi sur le religieux. Il ne possède pas le monopole du religieux. J'ai le droit de le penser autrement et en dehors du rite. Très certainement. Je poserai une variante de cette question. Je m'appuierai sur vos différents voyages, j'allais dire, et vos pérégrinations intellectuelles et civilisationnelle. Y aurait-il une religion ou un système philosophique ou un mode de vie qui serait plus amené à accepter les lois de la laïcité telles que vous la prônez à travers ce que vous avez vécu, ce que vous avez connu ? Bon, il y a plusieurs variantes historiques de la laïcité qu'on ne doit pas confondre. Chacune est appropriée à une certaine histoire. En Turquie, par exemple, qui parle de laïcité, pour nous, c'est aberrant, pour nous, Français.
puisque la laïcité là-bas, ça consiste à étatiser la religion. C'est-à-dire, ça consiste à imposer autoritairement une religion avec un ministère du religieux qui écrit les prônes, écrit les sermons qui doivent être les mêmes partout. Autrement dit, c'est le contraire de la laïcité à la française. C'est l'officialisation d'une conviction privée. C'est en quelque sorte la militarisation du religieux, si vous voulez. Bon, alors que nous, c'est exactement le contraire. Est-ce que les États-Unis sont un État laïque? Voilà une question. Je vous réponds, pour moi, non. Mais encore une fois, parce qu'il y a une différence historique. Aux États-Unis, la séparation des églises et de l'État, c'est pour que les églises soient indépendantes de l'État. Oui. En France, c'est pour que l'État soit indépendant des églises. Pourquoi? Simplement parce que les États-Unis ont été fondés par des dissidents protestants qui n'en pouvaient plus de la religion officielle anglaise, de l'imposition d'une norme, et ils sont allés pour pouvoir pratiquer librement leur culte. Les États-Unis n'ont jamais eu le cléricalisme catholique, par exemple, puisqu'ils ont voulu échapper d'emblée au cléricalisme catholique. Donc ça fait une société où, certes, il y a le deuxième amendement, mais où on définit One Nation Under God, où on commence les séances du Sénat par une prière, et où sur chaque dollar, il y a In God We Trust. Donc c'est une société, on peut dire, comme souvent les sociétés protestantes, où les valeurs religieuses sont sécularisées, elles sont diffuses, si vous voulez, dans la société. Il y a d'autres cas. En Belgique, par exemple, ce qu'on appelle le laïc, c'est un courant parmi d'autres. Ce n'est pas un englobant juridique. Il y a l'université catholique, l'université et puis il y a l'université laïque, c'est-à-dire c'est une particularité. Donc je pense que effectivement, il faut se méfier de ce terme. Personnellement, moi, peut-être vous allez me trouver un peu ethnocentrique, ce que je n'aime pas être, mais la laïcité à la française me semble un bon compromis, étant donné effectivement qu'il faut des compromis. C'est évident. On ne peut pas vouloir neutraliser d'autorité la religion. L'expression publique, et c'est ça ce que je répondrais à Jean Bobéro, l'expression publique des foi religieuses, elle est parfaitement autorisée en France. Il y a des processions. Hein. Les cloches sonnent et, en quelque sorte, envahissent l'espace sonore. Il y a des journaux. Bref, on peut faire la quête dans la rue. Bref, il y a pas, on ne privatise pas. Non, il y a un compromis, mais tout est fait pour qu'une religion n'ait pas un privilège sur d'autres. Voilà. Tout est fait pour que s'il y a une procession ou une manifestation publique de tel culte, ce ne soit pas un droit alloué à ce culte indépendamment de tous les autres. C'est-à-dire que l'égalité devant la foi est fondamentale, avec tout de même un point important, c'est ne pas confondre le droit à la critique des croyances reconnues et l'injure faite aux croyants. Oui. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas injurier, incriminer ou faire un tort à un homme ou un groupe d'individus en raison de sa religion. Alors, il faut évidemment, c'est là où le juge intervient, comment séparer ce qui est une critique légitime de la croyance religieuse ou de telle religion, qui est de l'ordre scientifique, de l'ordre de l'expression critique, comme ce que vous disiez à l'instant, et le tort délibérément porté à la personne des croyants. Et là, il faut faire une séparation qui est parfois difficile. On l'a vu dans le cas des caricatures, des blasphèmes, etc. Mais c'est au juge de trancher. C'est pas aux religieux. D'accord. C'est au juge. C'est au juge du tribunal civil de dire si la loi a été respectée ou pas.
Alors, le débat est passionnant, mais en fait, il reste peu de temps. Et puis, le public, le merveilleux public, et notre fidèle public à l'Institut français a le droit à la parole. Peut-être une seule chose que je voudrais mentionner, le rapport au sacré. Dans un certain sens, il y a une neutralisation de la religion et il y a une resacralisation des symboles de la République. Même Kamel Daoud l'avait remarqué pour la France, il avait parlé d'une panthéonisation de la France. Ça l'avait intrigué. Et vous-même, vous êtes impressionné par le modèle américain, tout en ayant cette dimension. Il y a une nécessité du lien social et du sacral. Donc, où se place-t-il? Je parlerai d'abord par Kamel Daoud et vous terminerez en quelques minutes, parce que vraiment, on n'a pas le temps, on doit laisser la place au... Non, c'est-à-dire, il y a quelque chose que je voudrais rappeler qui, à mon avis, est essentiel. On est aussi dans des débats à étages. C'est-à-dire, on discute d'une chose alors que l'allusion est sur autre chose. Je m'explique, on peut discuter de laïcité et de religion, et le sous-entendu permanent, c'est celui de république et islam. Et donc d'islamisme. C'est parce que l'époque nous impose une réflexion sur un objet donné. On ne peut pas théoriser à l'infini parce que cela n'intéresse pas beaucoup de gens. Ce que les gens veulent, c'est une position sur une question donnée. Donc dès qu'on parle de laïcité et de religion, on se retrouve repoussé inconsciemment et sans le dire, toujours dans le non-dit, sur une réflexion de la France et de son islam ou de l'Algérie face à ces islamistes. On est dans le glissement permanent. Donc je pense que c'est une précaution que moi-même j'aurais dû prendre dès le début pour essayer de répondre à vos questions sur la laïcité, etc. Parce qu'il est supposé, vous avez dit une expression très simple, même Kamel Daoud, le même j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il est supposé que moi j'ai des positions dures sur la religion ou sur les islamistes ou sur l'usage politique de la religion et que moi-même... Non, c'est pas mon focus, c'est que le problème... Non, je me défends, c'est tout. C'est que juste, je pense que la question religieuse est la question fondamentale. C'est le nœud gordien. Il s'agit d'accepter la terre et de gérer le ciel et non pas de sauver le ciel au détriment de la terre. Pour moi, c'est très clair. Donc, dès le début, donc, il y a cet a priori. Islamisme, France et Algérie. Donc, on est dans la quadrature et on est en train de tourner... Très difficile de sortir un petit peu du politique et du médiatique et de la surinterprétation par les médias. Donc si Régis Debray et Kamel Daoud discutent, la salle va finir par ramener le débat à sa juste, ou plutôt à sa mesure la plus urgente, la plus immédiate, c'est-à-dire l'islam, l'islamisme, la France et l'Algérie. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. Vous avez expliqué un peu le sacré et le liant, mais seulement en quelques mots, le sacré est coextensif à tout ensemble social organisé. On ne détruit que ce qu'on remplace, disait Auguste Comte, et il y a donc un sacré républicain qui est un sacré laïque, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qu'on peut estimer sacrées dans la mesure où elles commandent le sacrifice et elles interdisent le sacrilège. Si vous faites cuire un œuf sur la flamme du soldat inconnu, on vous amène au poste de police. Si vous huez en public la Marseillaise ou si vous outragez le drapeau en public, vous commettez un délit, vous avez une amende. Mais le drapeau chez vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, un vivre ensemble, si vous voulez, suppose un certain nombre d'interdits, suppose un certain nombre de règles verticales, c'est-à-dire suppose une autodiscipline avec une limite entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Donc, pour moi, le sacré n'est pas un gros mot. Pour moi, c'est un mot laïque, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est... tout ce qu'on ne peut pas manipuler à sa guise. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de pérenne. Je m'en suis rendu compte le jour où, sur la place rouge, au temps du communisme, j'ai voulu allumer une cigarette et un soldat de l'armée rouge est venu vers moi pour me dire, devant le mausolée de Lénine, « Ici, monsieur, on ne fume pas ». La même chose que m'aurait dit monsieur le curé dans une cathédrale. Effectivement. Voilà. Alors je termine. Un sacré qu'on peut partager entre le religieux révélé et le républicain. Ça ne me choque pas. Alors, avant d'ouvrir le débat, je voudrais dire que Régis Debray est un impénitent écrivain parce qu'il est en train de préparer un guide sur la laïcité. Nous serons très heureux de le lire un jour.